général, on va présenter le système Umbrella, on va présenter les gains potentiels en termes de qualité, en termes d'échéancier, en termes de budget. Juste de rencontrer qu'on a présenté, déjà, les gens ils sont surpris de ça. On sait qu'il y a plus de 90% des projets qui ne rencontrent pas leur calendrier dans le secteur de la construction. Ça nous amène beaucoup de félicitations, beaucoup d'éloges. Bonjour à tous, ici Mélissa Jacob et Laurent Paquin. Donc aujourd'hui, on est avec Joey Larouche pour tourner une capsule sur les spécialistes de l'immobilier commercial. Donc merci Joey d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. C'est vraiment intéressant. Puis aujourd'hui, dans le fond, on va présenter Umbrella. OK? C'est président cofondateur de Umbrella. On va en parler aujourd'hui. On va vous dire, dans le fond, qu'est-ce que ça fait comme procédé et tout ça. On a plusieurs questions. Donc, Laurent, je te laisse commencer. Yes, merci Mélissa. Donc, première question, Joey, pour toi. Pouvez-vous nous présenter Umbrella et expliquer comment l'entreprise s'inscrit dans le secteur de l'immobilier commercial? Ça mange quoi en hiver, Umbrella? Oui, en fait, ça mange l'hiver. Non, c'est une façon de parler, mais Umbrella, c'est une façon de faire de la construction abritée. On a 4 applications, donc c'est des équipements spécialisés pour abriter le chantier. On peut s'en servir pour de la construction neuve, on peut s'en servir pour des surélévations de bâtiments, pour des rénovations de façades ou bientôt pour de la déconstruction aussi. Donc, des solutions pour arrêter de travailler à ciel ouvert et pour adresser les différents besoins qu'on peut avoir sur un immeuble donné, peu importe où il est rendu dans son cycle de vie. Bientôt sur la déconstruction aussi. Absolument, oui. Intéressant. Puis, quelle est l'origine de la technologie d'Umbrella et à quel problème cherchez-vous à résoudre? Dans le fond, tu l'as dit un petit peu au niveau où on est au Québec, le froid en hiver, je pense en est un assez significatif. Oui, absolument. En fait, on est 3 cofondateurs. Moi, je suis ingénieur mécanique de formation. Je travaillais dans des équipements de levage, dans différentes industries, un peu partout sur la planète. J'ai créé l'entreprise avec mon cousin aussi, qui était, comme on dit en bon français, entrepreneur en série. Et mon père, qui était dans le secteur de la construction, qui a travaillé, qui s'est occupé du parc immobilier pour Hydro-Québec, à la fin de sa carrière, a pris sa retraite d'Hydro-Québec, a travaillé comme chargé de projet sur des projets de rénovation, des projets de construction à Montréal. Et puis, dans des rencontres familiales, mon père parlait souvent des problématiques associées à la construction en ville à ciel ouvert. À Montréal, c'est difficile, il vente, il y a de la neige, il y a du verglas, les problèmes d'occupation publique, étant donné que c'est une ville qui est quand même assez dense. Donc, à force de répéter tous ces défis-là qu'il rencontrait sur les projets, à un certain moment donné, on s'est dit, ben oui, mais pourquoi on ne commencerait pas par le toit, puis on pourrait installer un système d'abri autour. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans des systèmes de levage, dans toutes sortes d'applications. Je suis capable de mettre un système de levage dans un toit. Puis, ça a commencé comme ça autour d'un très bon michoui. On s'est mis à brainstormer sur comment est-ce qu'on pourrait résoudre toutes les problématiques associées à la construction à ciel ouvert. C'est une histoire de famille, là. Oui, une rencontre Absolument. de famille productive. Hein? Absolument. Une rencontre familiale, une entreprise familiale, qui a été créée par 3 membres de la famille Larouche, qui est beaucoup plus grande, comme on a une très grande famille. Okay. Mais bref, ça a commencé en famille, ça a continué en famille, puis ça continue toujours. Très belle histoire. Prochaine question. Quel type de projets sont les plus adaptés à la solution Umbrella? Avant l'entrevue, tu nous parlais beaucoup de façades de ce temps-ci. On sait qu'il y a moins de construction. Tu nous expliquais un peu de ce temps-ci, fait que beaucoup de façades que vous faites. Fait que ce serait quoi, selon toi, là, les projets là, qui sont le plus adaptés à Umbrella? Bien, j'ai parlé des 4 applications, mais si on parle du type d'environnement ou du type d'immeuble, on se spécialise vraiment dans les immeubles en hauteur, dans des environnements denses. Donc, en anglais, on dit des infill, là, des bâtiments qui sont vraiment construits sur la ligne de l'eau, entre 2 voisins, très, très peu d'espace, accès difficile. Essentiellement, on croit beaucoup à l'importance d'augmenter l'offre dans les milieux urbains, là où les services sont disponibles.
Donc, plutôt que de fuir le centre-ville, Ouais. on essaie de trouver des nouvelles solutions pour simplifier les travaux de construction et nuire un peu moins à l'environnement urbain. On le sait là, que c'est une grosse problématique dans toutes les grandes villes, les rues qui ferment, les trottoirs qui ferment, etc. Ouais. Donc, nous, on s'attarde vraiment à essayer de fournir des nouvelles alternatives pour rendre ça possible et pouvoir augmenter l'offre là où on pense que c'est important de le faire, dans les quartiers matures où les gens veulent rester, veulent travailler, veulent vivre. Oui, parce que maintenant, c'est ça qui parle partout. Le but, c'est de densifier maintenant et non faire de l'étalement urbain. Absolument. On le sait, c'est le nerf de la guerre en ce moment, c'est ce que toutes les villes veulent. Fait qu'en ayant des techniques de construction comme vous, comme Umbrella, qui vient simplifier le processus, je pense que ça rend le processus beaucoup plus agréable aussi là, pour les constructeurs. Absolument. Est-ce que vous avez des études de cas qui démontrent l'efficacité, dans le fond, d'Umbrella, des solutions, justement, par rapport aux termes de coût, de délai, de qualité et tout ça? Tu pourrais nous parler aujourd'hui? Oui, je peux vous donner 3 exemples. Quand on a créé Umbrella, on s'est attardé beaucoup au risque de chute d'objets et chute des travailleurs aussi. OK. Quand on travaille en ville, on veut que ce soit sécuritaire. Donc, les gens nous rapportent là, sur des grands chantiers en ville, ici à Montréal, des chutes d'objets, il peut en avoir 30, 35, Wow. 40 par projet. Quand même. Wow. Donc, nous, on réduit ça à presque 0. Donc, Wow. ça fait déjà une très grosse différence. Maintenant, d'un point de vue qualité, dans un projet récent d'une rénovation de façade sur une tour à Montréal, les gens de UL ont fait plusieurs essais sur la performance de l'enveloppe et il a été déterminé là, que l'usage du système Umbrella rend possible des contrôles qualité beaucoup plus serrés. C'est vrai. Ce qui n'est pas exposé aux intempéries. Exactement. Donc, c'est possible de faire des meilleures inspections. Notre client a embauché une firme spécialisée pour faire du contrôle qualité pendant tous les travaux. Le sous-traitant, le vitrier, pouvait jumeler des gens expérimentés avec des gens un peu moins expérimentés. Les gens moins expérimentés étaient mieux accompagnés par les gens expérimentés parce qu'on donne un accès périphérique pendant toute la durée du projet. Donc, tout ça a fait en sorte que les mesures de la performance sur l'étanchéité de l'enveloppe étaient 3,5 fois meilleures que sur des projets similaires, mais effectués dans des environnements traditionnels. Donc, réduction des chutes, amélioration de la qualité. Ensuite de ça, en termes de rapidité, sur ce même projet-là de rénovation de façade, quand on est rentré dans le projet, il y avait un calendrier d'exécution de 48 mois qui ne tenait pas compte des différentes pertes de temps associées à la météo. Donc, c'était 48 mois plus. Après 2 ou 3 ateliers avec l'équipe qui était déjà en place sur le projet, le calendrier a été réduit à 24 mois. Et finalement, le projet, on va avoir complété tous les travaux en 21 mois. Donc, 2 fois plus rapide et mieux en plus. C'est très rare en construction qu'on réduit le délai. Souvent, on l'allonge, mais là, dans votre cas, c'est exceptionnel. Là, vous raccourcissez. Il faudrait qu'ils fassent des délais. tunnels aussi, ça serait pratique. Oui. Des tunnels, des ponts. On nous a appelés. Ah oui? Okay. Ah ouais? Le ministère nous a appelés si on avait des idées pour faire de la construction dans le domaine civil de façon abritée. Est-ce que vous faites un michoui familial bientôt? Il n'y en a pas de prévu avec ce sujet-là. Mais, prochainement. Qui sait? Je le sais qu'avant la rencontre, tu nous parlais un petit peu plus tôt, dans le fond, que vous avez un projet par rapport à une RPA. J'aimerais ça que tu en parles un peu parce que souvent, on a en tête, quand on parle d'Umbrella, les tours à Montréal et tout ça. Mais dans ce cas-ci, c'est quand même significatif parce qu'on le sait, que ce soit un multirésidentiel ou que ce soit une RPA, on ne peut pas déménager les gens facilement. Fait que j'aimerais ça que tu en parles un petit peu de ce que tu nous disais avant la rencontre. Effectivement, il y a eu de gros gains au niveau de la réduction des nuisances pour les occupants de l'immeuble. Donc, autant dans l'immeuble commercial qu'on est en train de rénover présentement, il y a une bien meilleure prévisibilité de notre calendrier de travaux. Dans le cadre de ce projet-là, de la RPA, une construction malheureusement assez récente, mais qui éprouve beaucoup de difficultés au niveau de l'enveloppe, le client avait une problématique, prévoyait avoir sur une base permanente 50 appartements qui étaient relocalisés dans des hôtels et dans d'autres immeubles.
Il y a un total de près de 400 chambres dans ce projet-là, donc c'était des dépenses quand même substantielles de relocaliser sur une base permanente 50 de ces personnes-là, La gestion parce que aussi, le mur extérieur doit être retiré en bonne partie. Donc, le fait que nous, on fait de la construction abritée, qu'on protège l'environnement de travail, ben, les gens vont pouvoir dormir dans leur appartement. Dans des cas médicaux plus graves, vont pouvoir rester carrément dans leur appartement pendant qu'on fait tous les travaux. L'abri a non seulement la capacité d'empêcher la météo de rentrer à l'intérieur du bâtiment qui est en travaux, mais il y a des systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage, de filtration d'air, etc., qu'on peut installer sur l'abri. Donc, fait que là, ça devient un avantage économique pour le propriétaire. Puis pour les locataires, eux autres, pas de souci de déménagement, de gestion, là, de changer de place, comme tu dis, quand ils ont il y a certains toujours un peu de critères soucis médicaux. parce que c'est des travaux majeurs qui vont devoir être faits, mais les gens vont être dérangés seulement pendant les 2 ou 3 semaines où l'abri va être vis-à-vis Leur leur étage. appartement. Ouais. Autrement, quand l'abri est plus haut ou plus bas, ben, ils vont pouvoir profiter de leur appartement. Mais le plus gros gain, c'est de pouvoir dire aux occupants quand les travaux vont avoir lieu, qu'il n'y a pas de changement dans ce calendrier-là. À partir du moment où est-ce que les gens ils savent que les travaux vont être de tel jour à tel jour, ou même de telle heure à telle heure, ben, ils peuvent planifier leur vie en conséquence de ça. Mhm. Et quand il n'y a pas de changement, ben, c'est plus agréable pour tout le monde. Vraiment. Ça répond un peu à ma prochaine question qui était quels sont les principaux avantages de votre approche par rapport aux méthodes traditionnelles de construction? On en a nommé ici, c'est surtout avoir un échéancier qui est respecté, même plus court de ce que tu dis. Pouvoir éviter de relocaliser des gens aussi. Mhm. Tout ce qui est la CSST, la sécurité sur le chantier aussi, on va dire, là, tous les objets qui tombent, puis le confort des travailleurs aussi, je suppose, là, à travers ça. Là. Absolument. C'est un métier où on a de la difficulté à faire du recrutement auprès des jeunes. Les jeunes sont moins attirés par la construction. Donc, le fait de pouvoir garder des personnes expérimentées plus longtemps en leur donnant un meilleur environnement de travail, ça aide déjà beaucoup. Le fait de pouvoir faire le passage entre les gens plus expérimentés et les jeunes, parce que les gens travaillent, tous les travailleurs sont dans le même environnement. Au lieu d'être sur des plateformes isolées sur un chantier où il y a moins de contacts, il y a moins de coaching direct, dans un environnement umbrella, c'est plus agréable. Une très, très grosse différence. Un ouvrier de construction à Montréal, au Québec, ça travaille juste quelques heures par semaine pendant l'hiver. Donc, Okay. c'est payé seulement quelques heures par semaine. Sur un projet umbrella, il rentre 40, 45 heures par semaine. Il ne se pose pas la question à tous les matins, est-ce qu'on travaille aujourd'hui ou on ne travaille pas? Est-ce qu'on va être payé ou pas? Est-ce qu'on va devoir rattraper la fin de semaine? Travailler à la flotte ou pas? Donc, ils font leurs heures et ils sont capables de faire du camping la fin de semaine au lieu de rattraper le mercredi où est-ce qu'il y a eu de la pluie. Les gens peuvent avoir une vie plus normale. Wow. C'est vraiment un très gros Est-ce que avantage. vous voyez cet avantage-là quand justement vous recherchez des employés? J'imagine qu'il y a une facilité, vous gardez vos employés aussi plus longtemps? Oui, les sous-traitants qui travaillent dans un projet umbrella, ça leur facilite la tâche pour récompenser leurs meilleurs employés. Ça leur donne l'opportunité de faire du recrutement aussi. Parce que c'est tellement intéressant pour les ouvriers qu'ils n'ont pas de problème à trouver du personnel pour venir travailler dans le système umbrella. Une petite anecdote, on le voit aussi, quand on a un chantier en ville, qu'il y a une journée qui pleut, tous les entrepreneurs spécialisés disent, ceux qui sont sur d'autres projets, ben, va dans le projet Umbrella. On se retrouve qu'on a des fois 2, 3 fois trop de personnel sur les chantiers Umbrella parce qu'il ne fait pas beau dehors. Ah ouais, hein? C'est un beau journée. problème. Absolument. Comment Umbrella influence-t-il le secteur de la construction dans le contexte économique actuel? Le contexte économique, il change rapidement. Oui, hein? C'est devenu de plus en plus imprévisible. Ce qu'on met comme effort, nous, vraiment, on parlait de ESG, on en a parlé pendant quelques années. Malheureusement, là, à cause des tendances économiques, politiques, il y en a qui veulent laisser ça de côté. Un petit peu, oui. Nous, on y croit encore beaucoup. On travaille beaucoup, on croit beaucoup que le futur de la construction va passer par la standardisation.
Ce que je veux dire par standardisation, c'est qu'on doit pouvoir réutiliser, faire de la préfabrication, puis être capable de réutiliser les composantes d'un bâtiment, les désassembler pour les réutiliser dans une nouvelle construction. Donc, nous, on essaie de se tenir vraiment au front de ces nouvelles initiatives-là en termes de réemploi. Fait qu'avec la déconstruction, c'est un peu en lien avec ça aussi, là. Contrôler la Absolument. déconstruction, ben, ça va être en lien avec tout ça, là. Il y a des normes en Europe parce qu'ils sont en avance un Toujours. peu d'un point de vue normatif. En Europe, déjà, ils commencent à étudier la possibilité de ne pas permettre le recyclage. Pourquoi ne pas permettre le recyclage? C'est qu'il y a un pourcentage seulement qui est réutilisable et ça consomme beaucoup d'énergie. Casser du béton, fondre l'acier fondre une poutre pour refaire une nouvelle poutre, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'en Europe, ils parlent de plus en plus de réemploi et nous, on veut mettre l'épaule à la roue dans cette initiative-là. Donc, on développe des nouvelles façons de faire de la construction neuve, non seulement à abriter dans un environnement industrialisé, mais avec des composantes qu'on n'aura pas besoin de recycler, qu'on va pouvoir réutiliser de cette façon-là, telle qu'elle. Donc, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ça, on commence à travailler des très, très beaux projets. Moi, Mélissa, d'ailleurs, j'ai fait ma certification LEED. Mélissa aussi, elle l'a suivi avec moi pas mal. Puis qu'on est très. On prend ça à cœur. Puis d'ailleurs, on a fait un événement dernièrement aussi qui était organisé par Aconovia. Je ne sais pas si tu connais Aconovia. Oui. Qui sont très, très forts là-dedans aussi. Puis il y avait, je me rappelle, Covadis puis Galion qui poussent. Puis c'est vrai ce que tu disais que de ce temps-ci, les tendances ont un petit peu descendu pour ce qui est ESG, puis qu'est-ce qui est vert, l'empreinte carbone, zéro carbone, tout ça. Mais je pense que c'est juste une question de temps. Parce qu'en ce moment, c'est ça qu'on discutait, c'est qu'en ce moment, Hydro-Québec donne des subventions. On a plusieurs facteurs qui donnent le goût de le faire, mais il n'est pas punitif encore. Le jour qu'ils vont devenir punitifs, c'est là que ça va commencer à bouger. Puis le jour qu'on va avoir une cote sur les. Là, je cherche le nom, là, mais une cote sur l'efficacité énergétique de l'immeuble, un peu comme il y a en Europe Oui. d'ailleurs, là, qui est avant-gardiste sur nous. Là, ça va bouger beaucoup plus. Puis ce que tu dis, ça ne sera même plus être avant-gardiste, ça va être le day-to-day des gens. Là. Absolument. Je pense que c'est une bonne idée de prendre le lead là-dedans dans l'industrie. Je pense que ça peut être une grosse plus-value. J'aime ça de donner l'exemple, moi, de dire que la génération de mon père, c'était des développeurs. Eux, c'était de construire le plus possible, le plus rapidement possible. Quand ça ne fonctionnait pas, ça s'en allait à court à scrap. Ma génération, c'est la génération du recyclage. Et là, notre génération, la génération X, qui a appris un peu à développer ça. Mais la génération de mes enfants, c'est la génération du réemploi. Donc, il faut déjà envisager qu'est-ce qu'il va y avoir après le recyclage, parce que ça ne sera pas assez juste de... Non, parce que comme tu dis, là, juste les camions qui vont porter les choses, l'électricité que ça prend ou toute l'énergie que ça prend pour faire la transformation, c'est beaucoup aussi. C'est l'empreinte carbone. Il faut en tenir compte aussi. Exactement. C'est à moi, Mélissa? Oui, on attend ta question, Laurent. Peut-être être appliquée à la transformation ou l'agrandissement d'immeubles existants. Absolument. Notre deuxième projet, c'est avec le groupe Germain. On a fait une surélévation de l'hôtel Germain à Montréal. Donc, on a ajouté 6 étages sur un 17 étages existant. La surélévation, c'est très tendance aussi. La Ville de Paris a déréglementé la hauteur des bâtiments pour permettre à tous les bâtiments de pouvoir être surélevés. Okay. C'est une densification douce qu'ils appellent. Donc, au lieu d'être très agressif, monter très haut, c'est de permettre à un plus grand pourcentage du territoire de pouvoir ajouter 2, 3, 4, 5 étages. Donc, oui, c'est des choses qui sont possibles. On travaille aussi sur des projets, des tours existantes où ils vont se servir de l'agrandissement des planchers et de l'ajout d'étages pour financer tous les travaux de mise à jour en termes énergétiques ou pour refaire toute la façade. Donc, ils vont ajouter un demi-mètre, 1 mètre sur le périmètre du plancher. Ils vont ajouter 3-4 étages. Et la plus-value que ça donne au bâtiment permet de faire la justification financière de l'envergure de travaux comme ça. Parce que là, dans ce 1 mètre-là, qu'on voit en largeur de l'immeuble, en plus des étages ajoutés, c'est là que vous autres allez travailler sur les composantes de l'immeuble pour justement des avancées technologiques, on va dire. Puis, Oui, on leur fait des propositions de solutions préfabriquées pour ces extensions-là de plancher en combinaison avec un abri, avec tous les systèmes de manutention à l'intérieur qui permettent de faire l'installation de façon efficace de ces composantes-là préfabriquées.
Wow. en étant certain qu'on n'échappe à rien, qu'on protège l'environnement, qu'on peut faire ça dans un immeuble qui est occupé partiellement ou même complètement. Ça, c'est un autre point pour faire un petit peu de pouce là-dessus. On avait parlé aussi avant l'entrevue, c'est qu'un immeuble pourrait être construit si la base était solide, puis on construit un 10 étages, 12 étages, puis au fur et à mesure que le landlord, le propriétaire, trouve des locataires, on pourrait aller racheter des étages après ça 2 ans, 3 ans, 5 ans après. Oui, C'est absolument. incroyable, ça, là. Ça, on peut le voir de deux façons. On peut vraiment planifier du phasage vertical ou dans un immeuble de 40 étages, par exemple, on va dire, on va faire, au lieu d'attendre après 3 ans et demi pour faire la livraison du 40 étages complet, on va planifier 4 phases et on va livrer la première phase avant la fin de la première année, par exemple. Là, ça change complètement la façon de voir les finances des projets. On peut pousser à l'extrême, ça change complètement le besoin de mise de fonds, Ouais. le besoin de financement du projet aussi. Donc, tout l'aspect financier complètement bouleversé par cette façon-là de phaser à la verticale. Imaginez un projet où est-ce qu'on va avoir 4 bâtiments au niveau du sol pour des questions d'absorption ou On va y aller par phase, justement. au lieu Même de principe. les mettre un à côté de l'autre, on les met un par-dessus l'autre. Mais pour le reste, là, c'est toute la même chose. Incroyable. Donc, ça change complètement la façon d'aborder toutes les finances du projet. Donc, ça, c'est une façon de le voir. La deuxième façon de le voir, on peut le voir comme un outil pour diminuer le risque. Un immeuble, par exemple, de 15 ou 20 étages où on dit j'ai des doutes par rapport à la capacité du marché d'absorber ce projet-là. Ouais. Par contre, la cible idéale pour ce site-là, si c'est un 20 étages, c'est pas 12. On va avoir de la difficulté à rentabiliser un projet de 12. Ce que Umbrella peut permettre, c'est de se lancer avec le 20 étages avec un moyen de pouvoir contrôler le risque. Parce qu'avec Umbrella, si on veut arrêter après 12, après 15, prendre une pause, on peut le faire parce que l'immeuble est protégé. Donc, ça permet de prendre une pause. Et ce qu'on voit habituellement, la technique de construction crée de l'achalandage autour du projet. L'innovation crée de l'achalandage. Le fait que les espaces sont visitables beaucoup plus rapidement aussi dans le calendrier, ça facilite la vente. Okay. Donc, non seulement on facilite la vente, mais on contrôle le risque aussi. Si jamais il arrive des imprévus, on sait qu'il peut y avoir des imprévus dans la vie. Ben oui. Donc, s'il arrive des imprévus, ben on n'a pas une structure qui est montée au complet parce qu'on synchronise toutes les étapes de construction. Donc, ça permet de prendre une pause si jamais il y a quelque chose qui est imprévisible qui arrive. Comme avec le COVID, là, les immeubles à bureaux, là, on l'a vécu. Là. Effectivement. Puis je m'en allais donner comme exemple aussi, il y a certaines municipalités au niveau des aqueducs, présentement, ils ont un nombre de portes qu'il peut avoir, que ce soit dans le résidentiel ou même dans le commercial, puis que les aqueducs correspondent à un certain nombre de portes qu'on peut bâtir, mais à ce moment-là, on pourrait développer, arrêter, puis quand le problème d'aqueduc est résolu, bien à ce moment-là, on continue notre construction. Absolument. Nous, on voit vraiment une tour comme une succession de plus petites tours qui sont une par-dessus l'autre. Un peu comme quand il y avait du développement résidentiel de 350 maisons, il n'y a aucun développeur qui a fait toutes les rues, qui a fait les 350 fondations, après ça, les 350 charpentes. Pourquoi on fait ça pour une tour? C'est le même principe. J'ai une question, vous avez vu ça? Fait que si on fait ça, là, on commence la construction, on arrête, la structure d'Umbrella reste là. C'est ça? Oui. Okay. Il peut y avoir une partie qui reste là, une partie qui est enlevée. Si la pause est plus longue, on peut enlever l'abri, okay. le réinstaller ensuite. OK. Intéressant. Est-ce qu'il y a des types d'immeubles auxquels on ne peut pas utiliser Umbrella? Bien, on développe des nouveaux produits pour essayer d'élargir le plus possible le type de projet qu'on peut attaquer. Je vous dirais, on travaille toujours à partir du toit. Donc, une pyramide, ça n'a pas vraiment de toit, c'est un peu plus difficile pour le système Umbrella. Mais à partir du moment où est-ce qu'on a un certain nombre d'étages qui ont la même géométrie, la même dimension, et que ça se répète sur 8, 10, 12 étages, même s'il y a des changements de forme, c'était ça ma question. À certains endroits, on peut adapter l'abri au fur et à mesure que la construction progresse. Parce qu'on le voit dans les gratte-ciels à New York, mettons qu'on voit, puis il y en a ici aussi à Montréal, là, des structures spéciales, que ça grossit des fois en hauteur. Oui. Bien, n'oubliez pas, on est dans la standardisation, on est dans l'optimisation.
Donc, on n'est pas nécessairement dans les projets, les flagships de point de vue architectural. On est plus dans la rationalisation, dans l'optimisation de tous les processus. Donc, des volumes plus simples, plus répétitifs, on va être plus performants. On parle justement de structures un peu hors normes. Avez-vous des anecdotes marquantes ou des défis particuliers que vous avez fait face que tu pourrais nous parler aujourd'hui? Bien, effectivement, il y a des gens qui nous arrivent avec des bâtiments qui sont très, très originaux des fois. Mais le plus gros défi, là, si je reste vraiment Oui. rationnel, notre plus gros défi, c'est le financement. Le financement des projets, l'incertitude par rapport à une nouvelle technique. À chaque projet qu'on fait, on a un dur rappel de ce qu'est l'industrie de la construction. C'est une anecdote, pardon, qui arrive souvent, ou trop souvent sur nos projets. Mais un entrepreneur général, par exemple, qui ne nous fait pas le paiement parce qu'il dit c'est tellement nouveau, je suis tellement incertain que vous allez être capable d'y arriver que je ne vous paye pas. Il faut que je garde l'argent pour payer l'entreprise qui va venir reprendre ça après. Malheureusement, c'est pas drôle comme anecdote, là, Non. Vous mais dealez avec ça ça. revient Vous souvent dealez, c'est ça, sur vous les faites projets. face à ça. Les gens retiennent les paiements parce qu'ils ont peur qu'on n'y arrive pas. OK. Donc, le self-fulfilling prophecy, ils disent je ne te paye pas parce que tu n'y arriveras pas. Puis là, moi, je dis ben, si tu ne me payes pas, c'est sûr que je n'y arriverai pas. C'est ça. C'est un cercle vicieux, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais au fur et à mesure, on a déjà une dizaine de projets de faits, donc les gens gagnent en confiance. Les démonstrations qu'on fait, on mène les projets à terme, ça fonctionne. Euh, les immeubles n'ont pas de problème, au contraire, meilleure qualité. Donc, c'est ça. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est une industrie qui est conservatrice, très, très, très conservatrice. Oui, les façons de faire sont rigides, complexes. Puis quand on parle justement d'Umbrella, est-ce que c'est accessible à tous? Donc, si, exemple, on a des gens qui ont du multirésidentiel, du 12 portes qui veulent agrandir, est-ce que c'est accessible à tous de procéder avec vous? On a des nouvelles solutions de construction abritée qui vont pouvoir s'intégrer dans des immeubles de 3, 4, 5 étages. Okay. On a des nouvelles solutions qu'on va annoncer prochainement. Dans le passé, ou jusqu'ici, c'est une mobilisation quand même conséquente. C'est des équipements qui sont assez volumineux, qui sont pas moins dispendieux que les équipements conventionnels. Donc, jusqu'ici, ça a été surtout pour des immeubles de grande hauteur, mais il faut rester à l'affût. On a des... C'est une primeur, là. Ouais, C'est une primeur, là, aujourd'hui. Absolument. On a des nouveaux modules d'abri qui sont préassemblés en usine, qui vont pouvoir être utilisés avec les systèmes de levage qu'on a utilisés jusqu'ici, mais qui vont pouvoir être utilisés aussi de façon fixe et pour des immeubles de moins grande hauteur. Donc, ça s'en vient dans les prochains mois. Fait que si un constructeur fait du 4 étages, mais en plus, il en fait plusieurs, ça vaut la peine, là, rendu là. Si tu en fais 4, 5, même une dizaine, des fois, on voit ça. Là. Multilogement, une dizaine d'immeubles très similaires, après ça peut valoir la peine. Là. Oui, absolument. Toujours avoir en tête, par exemple, c'est pour des environnements contraints, accès difficile, milieu urbain. Si c'est une construction deuxième, troisième couronne où il y a de l'espace pour travailler, les équipements conventionnels fonctionnent relativement bien pour ça. Okay. Mais vraiment, des projets en ville, dans le Vieux-Montréal, etc., même si ce n'est pas très haut, si c'est un environnement contraint, difficile d'accès, avec beaucoup de nuisances. La valeur ajoutée, là. Absolument. Ça me fait penser, on travaille beaucoup l'industriel, moi et Laurent. Des fois, on arrive avec des bâtiments qui ont été construits là, quelques années, auxquels l'auteur libre n'était pas aussi en demande que présentement. Est-ce que c'est un projet que vous pourriez, une problématique que vous pourriez résoudre du fait, exemple, on a un auteur libre de 20 pieds, on veut un 30 pieds d'auteur libre. Est-ce que vous pourriez, justement, avec la procédure Umbrella, de venir couvrir, augmenter l'auteur libre, tout en gardant l'opération actuelle de l'entreprise à l'intérieur? Oui, en fait, c'est intéressant. On a toujours eu un peu de demande dans le secteur industriel. Je dirais, on en a de plus en plus parce qu'il y a des endroits où d'avoir plus de terrain industriel, c'est complexe. Donc, on a de plus en plus de demandes pour rehausser des immeubles existants ou ajouter des étages carrément
sur des immeubles industriels, un peu comme on le voit en Europe, des bâtiments industriels de 2, 3, 4 étages, ça existe. Avec des gros élévateurs, là, puis les palettes, les lifts Exactement. rentrent là-dedans. Tout. Exactement. Puis il n'y a pas besoin d'avoir, est-ce qu'il y aurait besoin à ce moment-là d'avoir un toit pour venir faire le processus ou il y aurait possibilité de le faire directement du plancher, puis on l'augmente en hauteur pour avoir une hauteur claire? Là, c'est une spécificité du projet, mais en fonction des équipements mécaniques, des opérations qu'il y a dans le bâtiment, on peut soulever le toit existant pour ajouter un nouveau niveau ou juste soulever la hauteur du toit. Exactement. Parfait, c'est bon à savoir. Ben oui, c'est bon à savoir. Vraiment, là. Quels sont les retours les plus surprenants que vous avez reçus de la part des clients ou des entrepreneurs? C'est des choses marquantes, là, des retours que tu as eus de la part de tes clients qui ont été surpris, que tu avais pensé que tu engendrais ça peut-être? Là? Ou tu le disais un petit peu plus tôt, il y a des clients qui se posaient la question si vous alliez réussir le projet. Est-ce que vous avez eu des clients qui ont été surpris parce que, on l'a dit aussi plus tôt, les délais ont été plus courts ou des choses comme ça? Des bons commentaires de clients ou de partenaires? Que l'innovation, tu disais, là, ça attire le fait qu'il y ait de l'innovation, ça attire une certaine clientèle autour. Ça, j'aurais jamais pensé à ça, mais ça fait du sens. Hein? Oui. Bien, des bons commentaires. En général, quand on va présenter le système Umbrella, on va présenter les gains potentiels en termes de qualité, en termes d'échéancier, en termes de budget. Juste de rencontrer ce qu'on a présenté, déjà, les gens ils sont surpris de ça. On sait qu'il y a plus de 90% des projets qui ne rencontrent pas leur calendrier dans le secteur de la construction. Donc, c'est la très, très grande majorité. Donc, juste de rencontrer le calendrier, ça nous amène beaucoup de félicitations, beaucoup d'éloges. Maintenant, pour se rendre là, on passe toujours par une phase d'anxiété quand on est en phase d'installation ou au démarrage du projet. Les gens, c'est de la vraie innovation. Donc, les gens passent toujours par une période d'anxiété au moment de l'installation, du lancement du projet. Il y a toujours un petit côté spectaculaire là, quand on fait la première levée. On se retrouve avec beaucoup de spectateurs. Tous les ouvriers sur le chantier viennent à l'étage pour voir comment ça se passe. Ah ouais, hein? Il y a un petit côté spectaculaire, un petit côté spectacle à ça qu'on apprécie aussi. Ah oui. Donc, et souvent, c'est à partir du moment où est-ce qu'on fait ce premier déplacement-là de l'abri que là, la période d'anxiété baisse, puis là, les gens reprennent le sourire, puis ils sont contents d'avoir le système. Donc, habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Très intéressant. La dernière question est si vous devriez convaincre un promoteur ou une seule personne pour adopter Umbrella. Écoute, je pense que la présentation puis la rencontre aujourd'hui, vous avez donné plusieurs points qui convaincraient pas mal de promoteurs. Mais est-ce que tu en aurais d'autres à rajouter avant qu'on se quitte? Bien, moi, je pense que je le prendrais un peu à l'inverse. Des raisons d'aller avec Umbrella, il y en a vraiment plusieurs. Je dirais plutôt, la vraie innovation, c'est de se lancer dans une démarche où on pense qu'il y a un gain potentiel important, mais on n'est pas tout à fait convaincu du chemin qu'on va falloir prendre pour se rendre là. On n'est pas tout à fait convaincu du résultat. Donc, si les gens sont satisfaits de ce qu'ils ont vécu sur leur projet dans le passé, s'ils attendent les conditions pour reprendre une recette avec laquelle ils ont eu du succès dans le passé, nous, on n'est pas là. Nous, on n'est pas là. Nous, on est vraiment... on va avoir du succès, puis on va créer des très, très beaux échanges avec des gens qui sont rendus au point où ils disent « Ma recette, elle ne fonctionne plus. Il faut changer des choses pour être capable de faire mieux et plus vite. » Et c'est ce qu'on fait, nous, mieux et plus vite. Donc, au lieu de dire qu'est-ce que je dirais pour convaincre, ce serait plus de dire aux gens, si vous êtes prêts à appliquer du changement, si vous pensez que votre recette ne fonctionne plus, si vous n'êtes plus dans le déni du changement et dans le rêve de pouvoir revenir en arrière et appliquer une recette avec laquelle vous avez eu du succès dans le passé, nous, on n'est pas là. On est vraiment dans le changement pour faire mieux et plus vite. Pour innover. Très intéressant. Un gros merci, Joey. Merci à vous. Super belle entrevue, honnêtement. J'espère que les gens vont aimer l'entrevue. J'espère qu'ils vont aller voir sur votre site Internet aussi toutes les
les images. On va mettre beaucoup d'images aussi dans cette vidéo-là pour voir un peu à quoi ça ressemble la méthode de construction. Puis sinon, si vous avez d'autres questions, là, je vous invite à communiquer directement avec Umbrella. Ça va nous faire plaisir. Yes. Merci, Mélissa. Merci, Laurent. Merci à tous.